dépêchez-vous. Le haut commandement a déclaré l'assaut. Allez, allons-y. Allez, on se bouge. Allons-y, pour la France! Ah là là là, la guerre ne change jamais. Toujours incapable de comprendre qu'on ne perce pas un char de culture qui est parfaitement anglais. Sur le prix prussien. Prussien. C'est Maine là qu'on affronte là les gars, qu'est-ce que c'est que cette histoire de plus? Ah, la Prusse, un grand morceau qui est peut-être, et même sûrement, beaucoup trop ignoré des livres d'histoire. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait peur, élu? Qu'est-ce que tu fiches ici? Eh bien, tu as illustré un léger souci qui parcourt notre société aujourd'hui sur l'identité oubliée et pourtant majeure de la Prusse. C'est pour ça que... Non, élu. Je veux dire, qu'est-ce que tu fiches sur le lieu de tournage du film là? On tourne The Rise of FSM2. Eh oh là, pourquoi il y a un autocollant triangulaire vert qui parle sur le tournage là? Dégagez-moi ça, il va bousiller la post-prod avec son verre guacamole. Humble salutation. Je suis Illuminatix, avec un peu plus de réalisme et un peu plus de budget. Et si vous aimez pas ma tête, bah va falloir s'habituer, hein, j'ai pas de quoi reroll mes caractéristiques. Bref, aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Alors non pas que la Prusse me tient particulièrement à cœur, mais plutôt ce qu'a représenté la Prusse en tant qu'État. Mais avant que j'aborde le sujet, une question pour vous, oui, là vous, ceux qui ont cliqué sur la vidéo sans savoir de quoi ça allait parler, plutôt que vous vous demandez c'est quoi la Prusse? C'est Prusse d'ailleurs. Eh bien, je parie que vous n'avez jamais entendu parler de ce pays de votre vie, hormis pendant vos cours d'histoire au collège, en ce qui concerne la guerre franco-prussienne. C'est un gros morceau de l'histoire la Prusse, hein, et comme la France pour l'Europe, dites-vous que sans la Prusse, toute l'histoire moderne n'aurait pas été celle qu'elle a été. Mais genre vraiment, donc sans plus attendre, entrons dans le sujet, je vais essayer d'être synthétique, et si possible, avec un peu de fun. Tout commence il y a bien longtemps. Depuis des siècles, la région a été peuplée par des peuples indo-européens, les ancêtres communs d'un petit peu tout le monde en Europe, des Iraniens et d'une partie des peuples d'Inde. Rien de marquant pour la région, si ce n'est quelques mouvements de population au cours des siècles, comme des migrations à l'époque des invasions barbares. La région va ensuite rester isolée du jeu des nouvelles nations européennes. De cette époque, 5e au 10e siècle, on sait peu de choses des populations de l'actuelle Prusse, qui n'est pas encore bien définie. Entendez par là cette région entre le fleuve de la Vistule et du Niémen. Elle est peuplée de guerriers tribaux, qui se font pour la plupart du temps discrets, fortement apparentés aux différents peuples des pays baltes, tels que les Lituaniens ou les Lettons, qui parlaient probablement une langue affiliée. Les premiers documents religieux allemands et polonais mentionnent ces tribus sous plusieurs noms, Borussus, Borus, Borussen, signifiant ceux qui jouxtent les Russes, avec la même étymologie que pour Poméranie. Le terme finira par évoluer en Prussia, Prussen, Prussen, et donc en Prusse. Les choses changent au Xe siècle. Hormis le commerce de l'ambre, c'est le début des premières tentatives d'évangélisation de la région, qui fait entrer la Prusse dans l'histoire. Car cette région va se faire connaître pour son fort refus du christianisme. On peut citer la mission d'Aldabert de Prague, qui sera tué en martyr en 998, lors de son entrée sur les territoires des Prussiens. Cependant, l'histoire est en marche, et même si cette mission est un échec, les peuples de Prusse sont de plus en plus isolés par le monde chrétien. Un acharnement prosélyte sera donc porté principalement par le Saint-Empire, mais aussi par le royaume de Pologne, récemment converti, mais en vain. Une ouverture sera effectuée en 1224, quand un prince de Pologne, Conrad de Mazovie, appelle un ordre religieux et militaire à combattre les peuples païens de la Vistule. C'est l'Ordo Domus Sanctae... Putain. C'est l'Ordus non. C'est l'Ordus Domus... Non, toujours pas. L'Ordus Domus Sanctiae Mariae Teutonico. In nomine Patris et
L'ordre des chevaliers teutoniques, majoritairement germanophone, est donc appelé à lutter et débarrasser la chrétienté de cette poche païenne. Une mission qui est radicalement efficace. Il faut savoir que cet ordre ne part pas les mains vides. Créé en 1190 lors de la Troisième Croisade, celui-ci détient des connaissances militaires pointues, ainsi que des connaissances économiques et politiques, par leur intervention en Hongrie contre les nomades coumans. D'un autre côté, les teutoniques sont aussi bien entourés et fortement soutenus. D'un côté, la papauté, qui fait appel à la croisade contre les populations de Prusse, mais aussi le soutien du Saint-Empire romain germanique, tels que Ottokar, Saint-Empereur et duc de Bohême, qui participera au soutien de l'ordre, notamment en 1255, en autorisant l'édification du village de Königsberg, qui devient les siècles suivants une des villes les plus importantes de Prusse. Cependant, comparé aux croisades dans les États latins d'Orient, l'ordre déchantera légèrement après les premières conquêtes, principalement car celle-ci se change en une guerre de domination. En effet, les populations conquises restent très hostiles aux Teutons, refusent la conversion, les lois et la moindre autorité des chevaliers. Une situation qui va prendre la forme d'une guérilla permanente, qui ne sera gagnée qu'au prix d'énormes pertes, vers les années 1280. Les vides laissés par les massacres au combat et l'arrivée de volontaires de l'intégralité du monde allemand vont transformer culturellement la Prusse. D'une terre de culture baltique, elle en est devenue une terre de culture germanique. La Prusse a pris fin pour laisser place à une autre Prusse. Cependant, les autochtones ne disparaîtront pas instantanément et se feront assimiler progressivement au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Après un certain temps, l'ordre teutonique fait face à une situation stable pendant le XIVe siècle. Les Polonais, contentés, eux qui étaient à l'origine de l'arrivée des Teutons, deviennent très progressivement hostiles à leur présence, dès lors que la mission de conversion se termine. Et oui, passé la morale religieuse, les conflits politiques reprennent, principalement en 1311 où l'ordre prend possession de la Pomérélie et de Danzig, qui était le seul accès à la mer de la Pologne. Donc des chevaliers chrétiens qui attaquent d'autres chevaliers chrétiens au nom du Seigneur. Attends, il y a pas un souci là ? À cela, il faut aussi ajouter beaucoup d'autres protagonistes dans la région, tels que le Danemark, la Suède, mais aussi la Ligue hanséatique, une puissante fédération commerciale interétatique qui domine le commerce de la région. Les chevaliers restent fermes et tiennent un temps face aux nombreuses menaces. De plus, ils étendent leur évangélisation sur une nouvelle terre, au nord, dans l'actuelle Lettonie et Estonie, mais aussi contre le duché lituanien, dernier reliquat du paganisme dans la Baltique. Ils peuvent profiter d'une bonne désunion dans la région, un temps. Mais cette situation ne va pas durer. Et lorsque la Pologne organise un mariage entre Edwige de Pologne et Ladislas de Lituanie, l'ordre va faire face à un ennemi de taille. Va s'ouvrir un conflit qui arrivera à son apogée le 15 juillet 1410 lors de la bataille de Tannenberg. Une bataille rangée, très intense. Si la victoire sera accordée aux Teutons, elle est dans les faits une bataille à la Pyrrhus, car chaque camp a pratiquement perdu autant de soldats, mais qui pour l'ordre sont des militaires expérimentés et non de simples levées paysannes. Si les Teutons seront sauvés de justesse par une intervention du Saint-Empire à la fin de la guerre, la chute commence. Non, pas celle-ci de chute, enfin, pas encore. À l'intérieur des terres, ce n'est pas non plus très favorable. La population qui se considère de moins en moins en phase avec le système teutonique tend à être de plus en plus désobéissante à l'ordre, menant à de nouveaux troubles, qui mènera par une nouvelle guerre en 1454, aboutissant à la destruction d'une partie du territoire. La Confédération des villes de Prusse se déclare indépendante et cherche l'appui de la Pologne. C'est une guerre très longue de 12 ans, remplie de bouleversements que j'abrège. Retenez-en qu'en 1466, l'ordre est défait. La moitié de son territoire est annexée par la Pologne et désormais l'ordre n'aura plus qu'une autorité limitée, en plus d'accepter la souveraineté de la Pologne sur l'intégralité de ses possessions. La Prusse va perdre une bonne part de son dynamisme au profit du royaume polono-lituanien. Une page se tourne, car désormais la structure même de l'ordre est remise en jeu. Quel est le rôle de l'ordre teutonique dans cette Europe christianisée et désormais de moins en moins encline aux ordres monastiques et militaires? La Prusse va donc entamer une transformation. Elle va se séculariser. Une mutation qui va, dans un premier temps, passer par une acceptation légère de la politique de la Pologne. Mais le plus grand changement reste lors de la décennie 1520, avec l'arrivée d'Albrecht Hohenzollern comme maître de l'ordre,
qui va changer sa politique vis-à-vis de la Pologne en acceptant diplomatiquement son statut de vassal, mais aussi en profitant de l'apparition de la réforme protestante pour s'y convertir, et ainsi faire changer définitivement l'ordre en un vrai État. C'est le début de la Prusse ducale. A partir de là, il faut évoquer le cas de la dynastie des Hohenzollern. La dynastie Hohenzollern, d'origine du Baden-Württemberg, est une dynastie qui est encore au 4e et 16e siècle vue comme une famille de second rang, mais qui prend de l'influence. Basée au début dans la localité du même nom, elle acquiert au 15e siècle la Grande Marche ou Margravia du Brandebourg, un grand pays détenant beaucoup d'influence dans le Saint-Empire, et qui va devenir le fer de lance de la famille. Ainsi, dès qu'Albrecht accède au duché de Prusse, les deux titres vont devenir fortement liés. Mais pas que sur le seul aspect de la famille. C'est une époque très stable pour la Prusse. Ces deux pays vont ainsi connaître un rapprochement, que cela passe par des réformes agraires qui vont renforcer ces pays. Un règne conjoint de la dynastie qui va prendre un tournant important arrivé aux années 1600. Car le dirigeant du duché de Prusse, Albert Frédéric, est atteint de folie, forçant une régence au nom de son cousin, Joachim du Brandebourg. Cette situation perdure jusqu'à la mort d'Albert en 1618, signant le début de l'union personnelle sur les deux entités au nom de Jean III, puis de son fils, Georges Guillaume Ier, fixant donc les territoires sous la même main. De plus, le Brandebourg est sorti vainqueur du conflit dans la guerre de succession de Clèves, qui a permis de s'étendre de l'autre côté de l'Allemagne, ouvrant à une plus grande influence dans le Saint-Empire. Cependant, maintenant que le Brandebourg-Prusse sont unis, les problèmes persistent, et de taille. Et des bouleversements politiques et religieux viennent de commencer à faire embraser l'intégralité de l'Europe, après un triste événement le 23 mai 1618 à Prague, qui est l'un des déclencheurs de la Grande Guerre de 30 ans. Georges Guillaume va en premier consolider ses possessions acquises par la guerre et l'héritage. Il décide de rester neutre au conflit, chose qui va malheureusement couler le pays. Le avec nous ou contre nous, ça existait déjà à cette époque. Les pressions des deux camps sont fortes et face à cette politique indécise, tout le monde n'hésite pas à violer la souveraineté du pays par des passages militaires ou occupations, voire littéralement des pillages. Le Brandebourg est ravagé par la guerre. Il faut préciser que la guerre de 30 ans pour le XVIe siècle, c'est un peu l'équivalent de nos deux guerres mondiales au siècle dernier. Des guerres de forte intensité, soit par des batailles provoquant des milliers de morts, mais aussi par le manque de structure, provoquant des épidémies et des famines. Eh bien dites-vous qu'au Brandebourg, la situation est l'une des pires, forçant même le duc à se réfugier en Prusse. On peut citer le sac de Magdebourg, qui est peut-être le plus grand massacre du siècle, qui s'est donc déroulé au Brandebourg. Par chance, la guerre prend fin par le traité de Westphalie en 1648. Et une autre chance étant le retournement de l'électorat dans les camps des gagnants. Celui-ci va lui permettre de s'étendre en Poméranie et valider les précédents acquis, mais sans pour autant être gagnante. Le prix économique et démographique payé pour ce qu'elle a subi dans la région est loin d'être équitable. L'autre jeu diplomatique du siècle va être la question de la suzeraineté contre la Pologne, devenue entre-temps la République des deux nations, mais qui n'a rien de vraiment républicain de notre point de vue. Un jeu diplomatique qui va être manipulé par l'héritier de Georges Guillaume, Frédéric Guillaume. Ouais, ils aiment bien se répéter dans les prénoms. Par une excellente éducation, ainsi qu'une conscience des atouts et défauts de ce qui se joue en mer Baltique, comparé à son père, depuis quelques décennies, l'Empire suédois et la République des deux nations se mènent un terrible affrontement pour le contrôle de la Baltique, principalement pendant la guerre du Nord en 1655, qui verra l'occupation de la Prusse. Puis, voyant les difficultés des Suédois à pousser plus loin, principalement car de nouveaux belligérants se sont rejoints au conflit, ils seront forcés de négocier la libération de la Prusse et son indépendance en échange du soutien qui se fera sentir en 1656, au siège de Varsovie. Alors, il y avait FCM2C qui avait une vanne, mais je lui dis non car... Alors, c'est un Allemand, un Suédois, un Polonais qui rentre dans la barre en 1940 et... À la fin de la guerre, le traité de Vélo et Oliva précise la souveraineté totale d'elle-même au duc de Prusse, désormais indépendante de toute influence. Les années suivantes verront un renforcement du pays par la création d'une force armée permanente, ainsi qu'un conseil intégré de guerre, réputé pour être l'un des meilleurs de son temps. Le Brandebourg-Prusse sort du lot des puissances mineures, d'autant plus qu'en 1700, après un accord avec le Saint-Empereur, Frédéric III réussit à édifier le duché de Prusse en royaume. Il devient roi, en Prusse, car il ne peut exister de royaume dans le Saint-Empire.
Mais qu'importe, la Prusse est une, et va désormais s'impliquer comme une puissance majeure du jeu européen. Au début du XVIIIe siècle, la Prusse est forte, que ce soit par la reprise de la Poméranie occidentale ou bien par le renforcement de l'armée. Il faut aussi citer l'important travail mené par Frédéric Guillaume, Ier de Prusse, dit le roi soldat, qui va mener une politique de renforcement du pouvoir entre ses mains. Ce n'est pas de l'absolutisme à la française, mais on s'y rapproche bien. La structure nobiliaire s'affaiblit fortement sous son règne et voit un rachat de leurs terres par la couronne, un moyen qui va toujours et encore accroître le contrôle du roi. Mais un nouveau défi de taille attend la Prusse, principalement deux guerres. La guerre de succession d'Autriche ainsi que la guerre de 7 ans. Je l'avais déjà évoqué dans un short, mais disons que c'est une situation où la Prusse va encore jouer les punching balls, mais cette fois-ci de manière plus pragmatique. Et tout ceci, la Prusse le doit à son excellentissime dirigeant, Frédéric II, ou Frédéric le Grand. Il établit les bases d'un pouvoir éclairé, faisant de lui un roi apprécié des grands penseurs des Lumières. Mais plus qu'un homme de pensée, c'est un conquérant. En 1742, il profite des troubles en Autriche pour prendre la Silésie, une région qui deviendra prussienne définitivement après la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans qui s'est d'ailleurs jouée à rien pour Frédéric, principalement en menant très justement une guerre de guérilla à qui ose entrer en Prusse. Et aussi un peu de chance, car les belligérants n'ont pu se mettre d'accord lors des victoires des premières années. Cette époque victorieuse est une carrière couronnée de succès pour Frédéric le Grand, qui peut en 1772 prendre le nom de roi de Prusse, ainsi que de profiter des partages de la Pologne, qui unifient définitivement Berlin et Königsberg. Cependant, malgré l'admiration de Frédéric pour la culture française, la guerre de 7 ans est un premier marqueur d'une rancœur qui vint s'installer entre ces deux pays, et qui connaîtra son paroxysme lors de certaines guerres totales du XXe siècle. La Prusse est donc dans une excellente position à la fin du siècle. Alliée à la Russie, proche de la monarchie britannique et avec une réputation à résister aux plus grands. Rien n'arrêtera donc cet état, à part peut-être la Révolution française. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette période car elle est remplie de rebondissements et que ça viendrait alourdir la vidéo. Mais je pourrais en parler dans une vidéo sur la Révolution française ou le Premier Empire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous d'ailleurs, tiens aussi, ça soutient mon travail. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que la France perd en 1815. Mais ce qui est moins évident, c'est par contre le renforcement monstrueux de la Prusse, qui désormais occupe les 2/3 de l'Allemagne du Nord. D'ailleurs, avec la fin du Saint-Empire et la création de l'Union douanière du Zollverein, la Prusse s'illustre comme seule maîtresse de la région. L'une de ses forces à l'entrée du XIXe siècle est bien sûr la prise de la Rhénanie, où est en train de prendre forme la grande région industrielle basée autour des bassins houliers de la Ruhr. Mais pas que. Désormais, les rois vont légèrement s'effacer de la politique internationale. Déjà car le nouveau temps implique de nouvelles pratiques de direction gouvernementale. Mais aussi car dans les années 1840, apparaît sur la scène politique un homme qui doit sûrement encore faire trembler certains politiciens modernes. Otto von Bismarck. Même s'il se fait connaître en premier comme un conservateur très opposé au libéralisme, il démontre vite son efficacité. Par exemple, lors de la Révolution de 1848, l'État de Prusse, estimant illégale la Révolution de mars, elle sera parfaitement gérée par ce jeune politicien. Mais évidemment, il s'est fait connaître en premier par sa politique unique, les Realpolitics. Un concept qui a comme valeur une politique étrangère réfléchie basée sur les capacités et l'intérêt national. Celle-ci permettant la justification d'une politique allemande forte et indépendante. Car oui, désormais on commence à parler d'Allemagne. Sous la direction de Bismarck, de nombreux conflits sont actés. La guerre des duchés contre le Danemark, la guerre austro-prussienne qui donnera le ton avec la bataille de Sadova, qui fut une boucherie pour les Autrichiens, et donne à la Prusse l'opportunité de créer la Confédération d'Allemagne du Nord, dans laquelle Bismarck devient le premier chancelier. La Prusse étant l'élément fondateur et principal de la Confédération. Rien ne l'empêche de mettre en place l'unification finale, qui viendra d'une opération politique en 1870, par la dépêche d'Ems, qui amènera à la guerre contre la France, avec la capture de Napoléon III, la mort d'un empire pour la vie d'un autre. L'empire allemand prend forme le 18 janvier 1871.
Donc maintenant, vous saurez que la Prusse n'est pas qu'un état qui sort de nulle part, c'est directement le terreau de l'Allemagne moderne. Cependant, la fin de celle-ci, c'est indirectement acté. Oui, avec la création de l'Allemagne, la Prusse ne devient plus qu'une frontière administrative, qui va d'ailleurs être tellement large qu'elle va elle-même subir une division administrative. La Première Guerre mondiale va rebattre les cartes, principalement en redivisant la Prusse en 2 morceaux. Outre la parenthèse de Monsieur Moustache et de ses carabistouilleries, le dernier plus grand changement est provoqué en 1945. La Prusse, en tant que telle, disparaît, car symbole militaire, autoritaire et de guerre. Mais aussi car la région originelle de la Prusse va désormais être partagée entre l'URSS et la Pologne, qui verra sa population allemande fuir ou disparaître, de plusieurs manières. Ainsi, aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien, à part certaines villes, de l'oblast de Kaliningrad, ou bien de Pologne, portant une marque indélébile allemande, symbole d'une époque révolue, qui aura vu l'état fondateur de l'Allemagne. La Prusse. Ah là là, la Prusse, un sujet vraiment très intéressant, principalement pour le consensus de base qu'elle est aujourd'hui un état fantôme de plus en plus oublié, malgré le rôle majeur qu'elle ait joué les siècles précédents. J'espère que la vidéo vous a plu. Au moment où je suis en train d'enregistrer ce que vous entendez actuellement, je suis déjà au travail de 2 autres vidéos, dont l'une qui sortira pour la chaîne secondaire, donc pensez à rester à l'affût. Et n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires avec des retours, parce que comme vous voyez c'est la première fois que je suis en face cam. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire que je regarde trop le prompteur, hein, y a pas de problème. Donc principalement faites-moi des retours constructifs, et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça me donnerait beaucoup de visibilité et ça me ferait très plaisir quand même, on va pas se cacher, c'est pas comme si ça faisait 3 ans que je fais des vidéos dans le vide. Ah là là, on adore YouTube et les 100 vues. Et moi je vous dis à bientôt, salut!